Atterrissage sur la piste du Bourget et direction la forêt de Rambouillet où commence vraiment la mise au vert des Rouges et Noirs. Après le repas, chacun se livre à ses activités préférées. Christian Califanou, habitué des lieux et de ses pensionnaires, fait le tour du propriétaire. Il aborde sa 3e finale en 3 ans, tout le contraire d'Hervé Manin. C'est vrai que jusqu'à hier, c'était encore assez tendu entre le boulot, entre tout le monde, toutes les sollicitations agréables, mais en fait, qui arrivent à être lourdes finalement. Donc c'est bien, je crois qu'on est entré dans la phase terminale de la préparation et on va essayer de l'aborder de la meilleure des façons, sans se mettre plus la pression que ça. Une pression gérée et maîtrisée par les tenants du titre, habitués à ce genre de partie. Une dernière mise au point à 7 heures sur l'herbe du château de la Voisine. Ensuite, les stadistes profiteront d'une nuit de calme avant la chaude soirée parisienne. À l'image des plus anciens, ils sont prêts à vaincre et annoncent la couleur. Ils ont le stade dans la peau, et encore plus après avoir passé 7 heures sur les rails. 7 heures pour traverser la France, saluer au passage Brive et la Corrèze, et gagner ce pari fou, un 3e Brennus en 3 ans. Du rouge et noir partout après l'arrivée des 2 trains, et une ambiance à vous boucher les oreilles. La tenue, c'est quoi? Expliquez-moi. On est à Paris, on est à Paris. Ça va être quoi maintenant? Ça va être quoi maintenant là? Ça va être quoi maintenant? Maintenant, on va aux Champs-Élysées faire un tour, et après on a rendez-vous là-bas ou pas? Le Parc des Princes et son nombre d'entrées limité à 5000 chez chaque finaliste. À la gare d'Austerlitz, les heureux élus n'oublient pas se rester à quai. On n'a pas eu assez de place cette année parce que ce serait 2 fois plus nombreux. C'est une honte. Le plus difficile a été pour trouver des places. Vous avez solutionné le problème comment? Eh bien, à 7h30 du soir, j'ai eu les places par Daniel Santaman. Chaque fois que je suis venu à Paris, on a toujours gagné la finale. La seule fois où je ne suis pas venu, c'est quand ils ont perdu. Alors cette année, ils vont gagner. On va faire 31-15, facile. Facile. Hein. Le stade est quand même européen, ce qu'on oublie souvent de dire. Oui. Et puis c'est les plus forts. Qui c'est qui va marquer un essai pour Toulouse? Castaniel. Casalbou. Il n'y a pas d'âge pour être supporter et en plus, ce soir, le challenge est double avec la finale des grands et celle des cadets en levée de rideau. Tout un club va donc participer à la fête. Voici les 2 entraîneurs les plus titrés du rugby français, Serge Lahir et Guy Novès. Les 2 profs viennent de conduire leur formation au triplé 4 mois après avoir enlevé la première Coupe d'Europe. Après, les images se bousculent. Il y a l'hommage au public, à ces 6000 Toulousains qui ont soutenu le club tout au long de la saison. Mais sur le même pré, il y a aussi, non loin de là, Jérôme Casalbou qui tente de consoler Sébastien Paya. Une tristesse partagée par tous les brivistes. Des Corésiens qui n'ont pourtant pas à rougir de leur défaite, tant ils ont su maintenir au match le rythme endiablé et le suspense indispensable à toute belle finale du championnat. Un combat acharné de la première à la dernière minute. Sur la pelouse du parc, l'engagement est total. Les initiatives individuelles et collectives poussées à leur paroxysme, à l'image de cette attaque toulousaine qui logiquement doit préparer le drop de Christophe Delot. Dans ce qui peut apparaître comme un beau désordre, le stade toulousain n'oublie jamais de concrétiser sa domination. Peut-être parce que rodé au grand rendez-vous, le champion de France sait qu'il ne pourra maintenir l'adversaire sous pression 80 minutes durant. Il faut aussi gérer les temps faibles, savoir limiter les dégâts. Ce n'est pas toujours évident, pour preuve cet essai de Romuald Paya qui remet les brivistes sur le chemin de l'espoir. On revoit sous un autre angle les rebonds capricieux que le ballon de la finale avait décidé de s'accorder ce soir-là, jusqu'à ce que Didier Faugeron, l'entraîneur, joueur remplaçant, avec autorité ne s'en empare. Mais que faire devant ces 15 Corésiens déchaînés, motivés comme jamais, car interdits de Brennus depuis des lustres. Franck Bello avait, semble-t-il, trouvé la solution, mais décidément ce ballon. Il restait bien sûr une solution, le pied qui propulse le ballon au milieu des poteaux, mais malheureusement, à plusieurs reprises, le pied, celui de Christophe Delot, a tremblé au moment crucial. Alors le problème devient compliqué, à moins que Monsieur Final n'ait déjà la solution en tête. Et du bout du parc, caché sur son aile, surgit David Berty qui, dans ses bras, récupère le cadeau du ciel de Christophe Delot. Le champion de France vient à nouveau de marquer son territoire. Comme en 94 face à l'ASM ou en 95 devant le Castres Olympique, le stade toulousain assomme son adversaire dans le dernier quart d'heure.
La nouvelle charge de Richard Castel, le dernier ballon libéré par Christophe Delot, ou encore l'ultime drop de Thomas Castaignède propulseront définitivement et radicalement les Toulousains sur le podium de l'histoire. C'est un 13e bouclier pour le club, un premier pour Hervé Manin et Sylvain Dispagne, qui viennent avec leurs camarades de mettre un point final à une année de légende. Une troisième mi-temps version champion 96 débute comme les deux du parc, mais sans les brévistes. Bras dessus, bras dessous, les abonnés du Brennus ont en plus lancé leur dernier tube avant d'enchaîner leur refrain favori. La première ligne stadiste face à celle des cadets pour une mêlée improvisée ou une manière de résumer la journée parisienne du club rouge et noir, battu en levée de rideau avant de recevoir son 13e bouclier. Geste symbolique, Christian Califano, puis l'homme du match, David Berti, et les 21 seniors titrés offrent leur maillot à une relève très colorée et qui trouve là un sacré réconfort et des raisons d'espérer. Les cœurs des joueurs et de leurs proches maintenant, il s'agit de saluer le nouveau retraité toulousain. Claude Portolan vient de s'offrir un jubilé ponctué d'un 6e titre. Porto tourne donc la page et Toulouse écrit la plus belle de son histoire avec ce doublé, Coupe d'Europe et championnat. Déjà à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les joueurs du stade toulousain eurent droit à un premier comité d'accueil. Nombreux sont ceux qui n'ont pu se déplacer à Paris supporter leur équipe fétiche. Aussi, ils veulent être les premiers à remercier les Rouges et Noirs pour ce triplé historique. Depuis 3 ans, le rituel du retour des champions est bien rodé. Sur une plateforme aménagée, les héros du parc vont parcourir la ville rose, encadrée par le peuple toulousain. Petite mine, très tirée, la soirée parisienne a laissé des traces sur le visage des vainqueurs. Qu'importe, ce jour-là, c'est jour de fête pour le club centenaire, presque tout est permis. Rapidement, le macadam est envahi par de bruyantes cohortes rouges et noires. Tous convergent vers le point de ralliement, la place du Capitole, Toulouse, capitale du rugby. Là, des dizaines de milliers de supporters attendent pour la grande communion. Un spectacle fascinant, encore plus impressionnant que les 2 années précédentes. Toulouse chavire dans une folie collective. Au rythme des « qui ne saute pas n'est pas toulousain » ou encore du célèbre « on vient, on gagne et on s'en va », chacun remercie à sa manière les stadistes pour cette année de légende. Le point culminant interviendra lorsqu'Émile Tamac, le capitaine, présentera ce 13e Brennus à la foule. Mais à l'applaudimètre, c'est Claude Portolan qui s'offrira le plus grand succès. Pour la DER de Porto, on ne pouvait rêver meilleure conclusion. La